Municipalité qui exporte beaucoup vers la France ces dernières années, à savoir Molenbeek-Saint-Jean. Voilà, Molenbeek, maintenant c'est devenu internationalement célèbre. Entre le café des Béguines et la station de métro Les Étoiles. Voilà ce qu'ils produisent. Ouais. À Molenbeek. Donc n'ayez pas peur, mais soyez prudents quand même. Tiens, mais on pourrait se présenter même si on attend encore, je crois, deux, trois personnes individuellement. Alors, Monsieur Cornell, puisque tu as commencé, vas-y, qu'est-ce qui te fait sortir de Molenbeek le soir? Donc je suis vice-président de l'association française transhumaniste Technoprog et co-président de l'association Hills Healthy Life Extension Society. Et donc mon intérêt principal les 2 prochains siècles, c'est la question de longévité. Donc c'est pour ça que dans le petit exposé, quand ça commencera officiellement, Marc parlera du transhumanisme en général et moi des choses importantes, savoir la longévité. Voilà, et Didier est juriste de formation. Pas un biotechnicien, pas un spécialiste de nanotech ou quoi que ce soit. Et moi, pour faire la paire, je suis historien de formation. Donc vous voyez qu'on peut arriver au transhumanisme par n'importe quel biais. On peut maintenant? Qu'est-ce que tu dis, Arnaud? On occupe. On y va? Ok. Allez, c'est parti. Bon, moi je suis Marc Roux, je suis président de l'association française transhumaniste. Par ailleurs, je suis chercheur affilié à un institut américain qui s'appelle Institute for Ethics and Emerging Technologies, donc IEET, Institut pour l'éthique et les technologies émergentes. Donc voilà, ça a surtout pour effet de donner une vue transversale, surtout dans ce dont nous essayons de parler. Je vais vous dire rapidement 2 choses. D'une part sur le transhumanisme en général, parce que nous ne savons pas si vous venez chercher ce soir des informations sur vraiment le mouvement dans son ensemble, le mouvement de pensée, le mouvement tel qu'il essaie de se structurer, ou si vous êtes davantage intéressé parce que nous représentons davantage, c'est-à-dire l'association française transhumaniste. Alors on va essayer de faire un petit peu des 2, on va faire court, comme ça on pourra vous donner la parole rapidement, parce que l'idée ce soir, c'est vraiment d'avoir un échange le plus libre, le plus direct possible. On disait que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez toujours voulu savoir sur le transhumanisme sans oser peut-être le demander jusqu'à aujourd'hui, je sais pas. Donc voilà, c'est surtout ça, et comme ça qu'on essaiera de fonctionner. Très très rapidement, donc pour rappeler les bases, transhumanisme, il y a plusieurs définitions que vous avez peut-être déjà rencontrées sur Internet par exemple. Donc vous trouvez sur Wikipédia et à différents endroits, sur le site de l'organisation internationale Humanity Plus, cette idée que, eh bien, avec les technologies convergentes depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, technologies principalement qui sont donc les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences et technologies issues du monde de l'information, donc l'informatique en général, à l'intérieur duquel on peut plus ou moins mettre la robotique, l'intelligence artificielle, etc. Et puis également ne pas oublier les sciences et les technologies liées à l'étude du cerveau, donc la cognitique, on dit parfois, donc les sciences cognitives. Donc cet ensemble de champs scientifiques convergent, vont les unes vers les autres depuis plusieurs décennies et permettent l'émergence d'outils, de techniques complètement nouvelles qui bouleversent l'ensemble de notre société, qui bouleversent l'économie, qui bouleversent déjà la structure sociale, et puis encore plus que ça, qui bouleversent sans doute le regard que nous portons sur l'humain. Donc c'est pas juste une nouvelle révolution industrielle ou technique, il semble que ce soit beaucoup plus profond que cela. Et à partir de ces sciences et techniques, eh bien, le transhumanisme, la pensée transhumaniste, invite à penser qu'on pourrait dépasser, déborder tout un ensemble de limites qui nous paraissaient quasiment données jusqu'à aujourd'hui. Et ces limites, ce sont les limites de l'humain. La première d'entre elles, c'est peut-être l'horizon, je dis, de notre mort. Je dis l'horizon, parce que l'horizon, c'est une ligne, vous savez, c'est la ligne pour laquelle il suffit de faire un pas, pour la faire reculer d'un pas. Vous avez repoussé la ligne, l'horizon n'a pas disparu, il a reculé d'un pas. Vous savez que vous pouvez en faire encore d'autres. C'est quelque chose que vous avez devant vous et c'est une perspective.
Ça ne fait jamais disparaître l'horizon. Mais c'est quand même une ligne qu'on peut faire bouger. Donc, d'une manière plus concrète, évidemment, pour le transhumanisme, ça veut dire l'hypothèse de pouvoir allonger radicalement notre durée de vie en bonne santé. S'il s'agit de vivre éternellement grabataire, ça se discute, l'intérêt. Donc en bonne santé, mais ça va encore au-delà. Ça peut être éventuellement en pleine jeunesse. Ça sous-entend la possibilité qu'on commence à percevoir de décrypter le processus du vieillissement et donc éventuellement de le contrôler. Je ne m'avance pas, Didier Cornel nous en dira davantage. Donc ça c'est une des premières limites. Les autres limites, ça peut être la limite entre le vivant et l'inerte. Le robot il est inerte et le transhumanisme se pose la question de est-ce qu'on ne commence pas bien de manière concrète à pouvoir aller vers une forme de mariage entre l'inerte et le vivant, à aller par exemple vers la perspective du cyborg, organisme cybernétique, qui peut mélanger à la fois l'organique vivant et puis des éléments qui viennent de l'inerte, donc la cybernétique. Les limites, ça peut être la différence entre l'humain et l'animal. Un certain nombre de transhumanistes réfléchissent de plus en plus au fait que la science aujourd'hui nous fait nous rendre compte que, par exemple, la conscience n'est pas du simple ressort de l'humain et qu'il y a tout un ensemble d'animaux qui sont dotés de degrés de conscience divers. Est-ce qu'on va continuer à mettre des frontières infranchissables entre l'humain et l'animal? Est-ce qu'on ne peut pas envisager d'aller au-delà? Si on envisage ce qu'on appelle en anglo-saxon « enhancement », qui se traduit littéralement plutôt par « élévation » et pas bien par « augmentation » ou par « amélioration ». Mais si on réfléchit à la perspective de « enhancement », est-ce qu'on ne pourrait pas, à un moment donné, réfléchir à l'idée d'amener des animaux, ce que nous considérons comme des animaux aujourd'hui, à des niveaux de conscience, par exemple, supérieurs? Ça fait partie des hypothèses du transhumanisme. Donc, vous voyez, encore une frontière qui est mise en question. Et on pourrait décliner encore d'autres frontières. La frontière des genres, par exemple, est une frontière sur laquelle les transhumanistes réfléchissent également. Homme-femme, est-ce que c'est une construction sociale? Est-ce que c'est une construction naturelle indépassable? Qu'est-ce que le transhumanisme a à dire à ces sujets-là? Donc le transhumanisme réfléchit dans toutes ces directions-là et effectivement ça a de quoi nous donner parfois un peu le tournis. Allez, je rajouterai encore, histoire d'avoir vraiment un abysse assez conséquent devant soi, que le transhumanisme, la pensée transhumaniste, englobe également la perspective à très long terme, c'est-à-dire par exemple la perspective de la découverte spatiale sur le très long terme, et avec les implications que ça peut avoir pour l'humain, même au niveau biologique. Alors, je parlais de cyborg tout à l'heure. Très rapidement, je rappelle que le mot cyborg à l'origine, c'est un terme qui a été inventé par messieurs Klein et Kleins, un Australien, un Américain, qui réfléchissait, auquel la NASA avait demandé de réfléchir dans la perspective des premiers voyages spatiaux pour aller sur la Lune, pour commencer par sortir de l'atmosphère terrestre. Et ils avaient proposé de considérer que pour qu'il y ait un organisme vivant qui y arrive à s'extraire de son milieu naturel de cette manière-là, en fait, il allait falloir le considérer comme autre chose. Il allait falloir considérer que la machine qui allait lui permettre de vivre et lui-même constituerait une espèce d'organisme en soi. Et que c'était un organisme qui était ni complètement purement organique, ni un organisme purement machine, que l'un allait dépendre de l'autre. Parce que la machine ne pouvait pas fonctionner à ce moment-là sans les commandes données par l'humain organique, mais l'humain organique ne pouvait pas survivre dans ce milieu absolument étranger sans la machine qui l'entourait. Et donc c'était ça l'idée de départ du cyborg. Eh bien, les transhumanistes n'évacuent pas du tout cette perspective-là, elle est encore présente, et ils ont même tendance à dire qu'on a un peu oublié ces dernières décennies cette perspective à long terme-là, et qu'il est important de la garder, de la refaire vivre, parce qu'on se permet de regarder très loin dans le passé, on doit se permettre de regarder très loin également dans le futur. Je rajoute une dernière chose qui pour moi est essentielle pour définir, essayer de comprendre le transhumanisme, et qui est une définition un peu alternative, si vous voulez. J'insiste pour dire que, d'un certain point de vue, transhumaniste ou au moins transhumain, les humains
le sont depuis toujours. L'humain est fondamentalement trans. Il est en perpétuelle évolution, ça, ok, on le sait si on veut d'un point de vue darwiniste, mais en plus de ça, les paléoanthropologues nous montrent bien et nous disent très clairement que depuis les débuts de l'hominisation, il évolue aussi par sa propre technique. On ne serait pas les mêmes aujourd'hui sans cette technique extraordinaire, Didier m'avait fait remarquer longtemps, qu'on appelle des vêtements. Et oui, on a perdu une bonne partie de notre pilosité, l'essentiel, parce que sur des centaines de milliers d'années, eh bien, on n'a plus besoin de notre pelisse ancestrale. Encore plus ancien, on a modifié notre mâchoire et probablement une bonne partie de notre cerveau parce qu'on s'est mis à cuire les aliments. L'humain est le seul animal sur la planète qui consomme une alimentation cuite de manière régulière. Et il semble que ça ait joué un rôle tout à fait important donc dans la libération de la place pour le volume pour le cerveau et la capacité donc de développer notre cortex frontal qui fait qu'ensuite on a une capacité de conscience qui est quand même un peu différente. C'est la technique qui a joué un effet de cet ordre-là. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quand on est passé bien plus tard à l'agriculture et à l'élevage, on s'est mis à manger des choses différentes qui ont transformé également notre métabolisme, nos capacités de digestion, etc. Une fois de plus, la technique a modifié notre biologie. Plus récemment, et ça on n'en voit pas les effets à court terme, la massification des vaccins, qui est une technique qui modifie de manière irréversible quand vous avez fait suffisamment de vos rappels sur un certain nombre en tout cas de vaccins, c'est pas tout à fait tous les vaccins, mais quand vous avez fait tous vos rappels, eh bien votre système immunitaire, et c'est quasiment pour l'ensemble de votre vie, il est modifié. Aujourd'hui, pour les vaccins les plus basiques, c'est 70% de la population mondiale qui est concernée, et pour un grand nombre de vaccins, c'est 90% de la population mondiale, bien heureusement à mon avis, qui est concernée. Si on continue cela sur encore des siècles, eh bien, on peut s'attendre à ce que notre biologie, au niveau génétique, au niveau héréditaire, finisse par en être touchée. Donc on est transhumain par nature, de ce point de vue-là. La différence, alors on dit, mais alors le transhumanisme, on n'en rien fiche, quoi. Donc si on voit les choses comme ça, on a toujours été transhumain, tout va bien, on va juste continuer. La différence principale, à mon avis, c'est d'une part que la convergence technologique dont j'ai parlé tout à l'heure commence à nous permettre d'agir de manière rapide et invasive dans cette modification, et surtout, depuis peu, nous avons commencé simplement à en prendre conscience. Jusqu'à présent, Homo habilis, quand il commence à cuire ses aliments, son objectif, c'est pas de transformer la forme de sa mâchoire pour développer son cortex. Quand on commence à s'habiller, pareil, on n'a pas l'intention de perdre des poils. Mais aujourd'hui, on peut choisir, on peut se rendre compte de notre capacité, et donc nous nous retrouvons en situation de responsabilité. Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Est-ce que tout est bon à prendre? Est-ce que je vais répondre oui, tiens, j'ai telle nouvelle technologie qui me permet de peut-être me transformer de manière tout à fait importante. Je prends systématiquement? Oui, non, pourquoi? Nous nous retrouvons devant la question éthique. Je pense que le transhumanisme, c'est d'abord le résultat de cette prise de conscience et donc de cette responsabilité nouvelle. À partir de là, évidemment, on peut avoir différentes attitudes. On peut être systématiquement dans le négatif et on veut de rien. Et on se met dans la peau d'une espèce d'amish, j'ai envie de dire. Vous connaissez ces communautés, notamment en Amérique du Nord, il y en a aussi en Europe, qui ont refusé la technique, les nouvelles technologies ou nouvelles techniques depuis à peu près le XVIIe siècle. C'est d'ailleurs très bien qu'il puisse y avoir des communautés de Amish, il paraît qu'ils sont de plus en plus nombreux. Ou bien, au contraire, est-ce qu'on réfléchit à ce qui, chaque fois, peut être positif? On essaie de faire le tri, de se débarrasser des usages les plus négatifs et de prendre ou de développer ce qui nous paraît individuellement et collectivement le meilleur. Il me reste 2 minutes à peu près pour vous dire comment est-ce que tout ça peut se traduire, comment nous essayons de le traduire dans le cadre plus immédiat de l'association française. Alors j'ai pas le temps, mais j'irai très très vite pour dire que, vous avez peut-être appris que le transhumanisme, c'est un mouvement qui est très divers. Il est transversal en fait à nos sociétés, il est transversal par rapport à la pensée politique par exemple. C'est-à-dire que vous avez des transhumanistes de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, du milieu, du haut, du bas. Vous avez toutes les interprétations que vous voulez. Le transhumanisme tel qu'il s'est pour l'instant affirmé en France
il s'est développé surtout dans une direction qui le distingue pas mal d'une certaine partie du transhumanisme anglo-saxon. Vous savez sans doute que la pensée transhumaniste s'est développée d'abord dans le monde anglo-saxon, plus particulièrement dans la Californie de la fin des années 70, début des années 80, dans un milieu, on peut dire, libéral-libertaire, si vous voulez. La version qui est interprétée par certaines personnes sur la côte est des États-Unis, par exemple, et encore peut-être plus en France, elle amène au contraire à mettre d'autres choses sur la table. Le transhumanisme des premières heures, si vous voulez, semblait assez peu intéressé par la question sociale, assez peu concerné par les problèmes environnementaux et pas très concerné non plus par la question sanitaire. Il y avait une attitude qui nous paraît, nous aujourd'hui, assez scientiste au sens français du terme, c'est-à-dire science will find a solution, il n'y a pas de problème, on peut faire tout ce qu'on veut, expérimenter tout ce qu'on veut, faire toutes les catastrophes, on trouvera des solutions techniques ultérieures pour régler tout ça. En France, on est beaucoup plus attentif à ces trois aspects, donc ça veut dire attentif à la question des risques. C'est bien beau d'avoir tous ces nouveaux outils sous la main, mais il y a quantité d'outils qui, quand ils sont développés trop rapidement, ensuite ont des effets qui sont eux aussi irréversibles. Et si on ne prend pas la peine minimum de réfléchir, de tester, de vérifier de manière importante, eh bien ensuite les catastrophes, c'est trop tard. Résultat des courses, nous pensons qu'il est absolument nécessaire que tous les principaux acteurs de ce développement, du développement technologique, notamment sachant que les principaux acteurs du transhumanisme, je veux dire, ceux qui font le transhumanisme concret, réel, aujourd'hui, ce sont notamment les grandes entreprises de la Silicon Valley, américaines. Bon, vous connaissez l'expression GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, on peut rajouter Microsoft, IBM, sans oublier les Chinois maintenant, Alibaba, Baidu, etc. Qu'est-ce qui les encadre? Qu'est-ce qui font que les choix peuvent être les nôtres, ou est-ce que c'est juste les leurs? Il nous semble que le politique, pour pas dire, plutôt je le dis, la puissance publique doit impérativement reprendre, tant que faire se peut, la main sur ce type de développement-là, parce que si après-demain, le transhumanisme auquel nous aurons droit, ou les transhumanismes entre lesquels nous aurons le choix en Europe, ce sera entre le transhumanisme mouture Google ou le transhumanisme à la mode chinoise, je ne sais pas si on s'y retrouvera beaucoup dans ce choix-là. Donc il nous semble absolument impératif de reprendre la main de manière à pouvoir effectuer un véritable choix. Je parlais de responsabilité. On peut se sentir responsable si on n'a pas la possibilité du choix derrière. Eh bien, en fait, on est en situation d'irresponsabilité, de fait. Donc face à tout ce questionnement, il y a un certain nombre de personnes qui ont commencé à se rassembler et à se dire, voilà, il faut à tout prix que toutes ces questions soient mises sur la table, soient mises sur la place publique, soient débattues. Il est impératif que tout le monde puisse prendre part à ces réflexions. Ce n'est pas seulement une question de choix comme ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ce dont il est question, c'est vraiment de ce que nous voulons faire de l'humain. On ne peut pas évacuer ce débat-là. Voilà, je m'arrête, je passe la parole à Didier Keurnel pour un focus donc plus spécifique sur la question de la longévité radicale. Je vais vous parler donc uniquement de la longévité et comme Marc l'a déjà dit, on utilise relativement souvent le terme immortalité. Alors le terme immortalité n'est pas correct. On utilise aussi parfois le terme immortalité biologique pour désigner ce dont il est question aujourd'hui. Et moi je préfère utiliser le terme immortalité. Donc c'est une vie en bonne santé pour ceux et celles qui le souhaitent, sans limitation de durée, et ceci en diminuant considérablement, voire en mettant fin au processus de sénescence, à tout ce qui est le vieillissement. Alors là, je vais commencer par une petite moitié de, on va dire, de scientifique, et puis une petite moitié de pourquoi. La petite moitié de scientifique. Pourquoi d'abord est-ce que c'est possible? Alors, en France, aujourd'hui, 90% des décès environ sont des décès liés au vieillissement. Ça nous paraît quelque chose de tout à fait, disons, naturel.
mais c'est un phénomène tout à fait récent en réalité dans l'histoire. Dans le monde, jusqu'à à peine 30 ans et en Europe jusqu'à moins d'un siècle, la majorité des gens n'atteignaient pas l'âge du vieillissement. Aujourd'hui, nous avons mis fin à tout ce qui... Enfin, nous avons mis fin à l'essentiel des causes de mortalité, sauf les causes liées au vieillissement. Et donc ça nous apparaît comme impossible alors qu'on s'est débarrassé de tout le reste qui, durant toute l'histoire de l'humanité, apparaissait aussi comme des choses inscrites dans les astres. Donc nous ne mourrons plus de faim, nous ne mourrons plus de maladies infectieuses ou très peu. Les enfants, durant toute l'histoire de l'humanité, sauf les 2 derniers siècles, la majorité, ou en tout cas 40% au moins des enfants mouraient en bas âge. Et on est aujourd'hui dans une situation dans laquelle presque plus d'enfants. Les enfants, alors que c'est l'être le plus fragile que l'on puisse, l'être humain le plus fragile que l'on puisse imaginer à la naissance, les enfants ne meurent quasiment plus. Et contrairement à ce qu'on pense parfois, la mortalité infantile, elle continue encore à diminuer aujourd'hui. Parfois on dit, ah oui, avec la pollution, etc., l'avenir est négatif. Ça n'est pas exact. Enfin, ça n'est pas exact. En tout cas, les signes aujourd'hui ne sont pas là. Pourquoi est-ce possible? Aussi parce qu'en fait, tous les êtres vivants ne vieillissent pas. Il y a des espèces végétales, dont des arbres, qui peuvent vivre pendant des millénaires. Par contre, toutes les espèces animales, ou quasiment toutes les espèces animales, à un moment, même dans un environnement idéal, elles finissent par mourir de vieillissement. Elles finissent par mourir de sénescence. C'est dû à de très nombreux éléments, mais en tout cas c'est dû très certainement au patrimoine génétique, à l'ADN. Et ce que l'on sait, c'est que des espèces biologiquement proches, donc avec des ADN très probablement très proches aussi, ont des durées de vie très différentes. Donc pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que c'est possible, on est de plus en plus performant en matière de thérapie génique. C'est possible donc en changeant un peu le gène d'avoir une durée de vie plus longue. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est difficile, et même extrêmement difficile? Là, il faut faire la distinction entre la durée de vie moyenne et la durée de vie maximale. La durée de vie moyenne, vous savez presque certainement tous qu'elle s'accroît considérablement, à peu près 2 à 3 mois par année. Bon, parfois il y a des petites variations, hein. Donc on a beaucoup parlé en France il y a un peu plus d'1 an de la diminution, mais on a beaucoup moins parlé en France de la réaugmentation cette année. Donc, bon an, mal an, dans le monde, on gagne 2 à 3 mois de durée de vie moyenne. Mais par contre, la durée de vie maximale, celle-là, depuis des décennies, et même on peut dire d'une certaine manière depuis 2000 ans, elle ne progresse quasiment pas. La première personne dans l'histoire qui a atteint l'âge de 100 ans, c'était probablement durant la Chine ancienne, ou alors durant les périodes, il y a 25 siècles en Grèce. Et la personne qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité, c'est Jeanne Calment. Elle est morte il y a près de 20 ans maintenant, à 122 ans. Et son record tiendra, par définition, au moins pendant 25 ans, puisque la personne la plus âgée au monde aujourd'hui n'a que 117 ans. 15 ans, mais bon. 117 ans, non? Ça fait pas 25 ans. 117 ans, Oui. 122, ça fait donc 5 ans, et on est en 2017, ça fait donc 25 ans. 122. Oui, 1997, 2017, Je suis pas donc, mathématicien, et forcément il se passera encore 5 ans. Bon, C'est- je vous prie d'excuser cette... 117, la personne la plus âgée dans le monde aujourd'hui à a 117 ans, 117. Pour aller à 122, ben, il y a 5. 5 ans. Donc, Et donc c'était il y a 20 ans, oui. donc ça fera 25 ans avant que le record soit battu. Ah, entre les deux, pardon, Ok. excusez-moi. D'accord. Entre les deux records. Ceci n'est pas très important, donc mais j'avais raison. Donc ça c'est pour la raison pour laquelle ce sera difficile. Donc pour dépasser cette limite, il y a très peu de gens dans le monde qui ont plus de 110 ans,
et encore moins plus de 115, donc c'est vraiment une ou deux personnes, et 110 ans c'est quelques centaines de personnes. Donc pour dépasser cette limite, il faudra réellement des progrès assez radicaux en matière médicale. Alors comment est-ce qu'on va y arriver? Évidemment, je ne vais pas vous faire un exposé médical et de recherche scientifique développé, mais je voudrais juste donner quelques pistes. Donc il y a d'abord les thérapies géniques, je vous ai dit, et pour ceux qui étaient au Forum européen de bioéthique, les technologies, entre autres CRISPR-Cas, ont été décrites. Donc normalement, Madame Charpentier devait venir, mais c'était c'était des gens qui remplaçaient, mais ça décrivait. Donc les thérapies géniques, on comprend de mieux en mieux notre patrimoine génétique et on arrive de plus en plus facilement à effectuer des modifications de ce patrimoine génétique, y compris des cellules qui sont déjà, des cellules de notre propre corps qu'on peut réinjecter, qu'on peut réintroduire. Et donc, par thérapie génique, on est déjà arrivé à vaincre un certain nombre de maladies et on pourra aller plus loin, et on peut imaginer d'aller plus loin dans le domaine de la longévité. Un domaine, second domaine, le domaine des nanotechnologies. Donc c'est plus lointain, mais donc c'est les technologies à l'échelle du milliardième de millimètre, où on pourrait un jour créer du milliardième de mètre, où on pourrait un jour créer des micro-robots qui peuvent éliminer les virus, qui peuvent détruire les cellules qui sont des cellules sénescentes et qui peuvent également remplacer un certain nombre d'organes du corps. Alors il y a aussi le domaine des produits, mais je suis moins optimiste. Donc les produits, depuis l'aube de l'humanité, un des tout premiers récits de science-fiction, de littérature, le plus ancien texte littéraire. Un des plus anciens textes littéraires et quelque part un récit de science-fiction, c'est l'épopée de Galgamèche, dans lequel le héros cherche la plante qui permettrait une vie sans limitation de durée, la plante de l'immortalité. Donc c'est une recherche déjà de substances. Mais les substances, ça permettra probablement de gagner quelques années, mais pas de gagner, d'avoir des gains tout à fait considérables. Et puis il y a de nombreuses autres pistes, les imprimantes 3D dans le domaine médical, tout ce qui est création d'organes, on pourrait même imaginer des sortes de clones, mais pour une partie du corps. Et puis alors, dans un autre domaine, au point de vue des développements informatiques, nous progressons considérablement, évidemment, et cela signifie notamment qu'au niveau de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle de plus en plus large, voire un jour générale, on a des applications, notamment une application par IBM Watson, qui est probablement le système d'intelligence artificielle le plus développé aujourd'hui, qui fait des recherches dans tout ce qui est diagnostic médical, mais dans lequel nous pouvons imaginer, et petit à petit on commence à y réfléchir, que ce soit aussi réellement pour de la recherche prospective dans le domaine de la santé et plus particulièrement de la longévité. Voilà, ça c'est pour l'introduction sur comment. Maintenant l'introduction sur pourquoi. Alors moi je commence un peu dans l'inverse. Parfois je me demande vraiment, donc le but est de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de vivre dans une santé sans limite, on va dire, une vie beaucoup plus longue en bonne santé, pour ceux qui le souhaitent, et comme on l'a déjà abordé tout à l'heure, en rendant ceci accessible au point de vue financier aussi à tous. Parfois, ça m'échappe quasiment, comment ça se fait qu'on peut être contre cela. Et en fait, parfois, les gens disent « Ah, mais évidemment, nous ne pouvons pas être contre cela ». Et puis ils ajoutent « Oui, mais il n'est pas question que les gens vivent plus de 150 ans ». Alors qu'en fait, on ne peut pas, il faut choisir. Soit on met fin aux maladies liées au vieillissement, que, en fait, je dis souvent, vous ne souhaiteriez pas à votre pire ennemi si vous pouviez le lui éviter, et même pas à votre belle-mère. Ça, je dis parce que ma belle-mère a la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est quelque chose d'absolument insoutenable et inacceptable, mais c'est aussi quelque chose d'absolument inévitable.
Et donc pourquoi est-ce que les gens se disent en fait c'est bien de vieillir? Mon analyse, enfin, et l'analyse de pas mal d'autres personnes d'ailleurs, c'est nous n'avons dans un environnement dans lequel il n'y a pas le choix, il faut rendre ce qui est inéluctable et qui n'est pas bon comme quelque chose de globalement positif. Et donc l'être humain, le cerveau étant l'organe le plus extraordinaire de l'univers connu, a la capacité de créer, de transformer, et pas seulement la capacité religieuse, mais la capacité de manière générale à transformer quelque chose d'atroce, en fait, en quelque chose de positif. Et donc, il y a 2 siècles, c'était la mort des enfants qui était quelque chose de logique, d'acceptable, voire de souhaitable. Et aujourd'hui, c'est la mort par vieillissement, parce qu'on n'arrive pas encore à y échapper. Mais maintenant, peut-être que vous dites, oh non, il y a 2 siècles, personne ne s'opposait à ce qu'on mette fin. Mais donc, il y a 2 siècles, notamment, un peu moins de 2 siècles, vous aviez Malthus, qui expliquait que si jamais on progressait trop, en fait, on n'y arriverait jamais parce que les gens mourraient de faim, et donc c'était pas possible d'avoir une amélioration réellement des conditions économiques et une diminution de la mortalité et ces choses, alors qu'en fait nous sommes aujourd'hui par rapport à Malthus 6 ou 7 fois, je pense que c'était 1 milliard d'habitants tout le temps de Malthus, plus nombreux, qu'il n'y a jamais eu par habitant autant de calories disponibles, et évidemment encore plus de manière absolue, que nous n'avons jamais vécu aussi longtemps, etc. Donc maintenant, un peu plus par rapport au pourquoi. Quand les femmes et les hommes vivent beaucoup plus longtemps, ils ont tendance à être plus prudents vis-à-vis de leur environnement. Et donc un environnement, un corps durable se conçoit mieux dans un environnement durable, et donc il y a des précautions par rapport à tout ce qui est le cadre de vie qui sont beaucoup plus importantes. De manière un peu, on va dire, anti-intuitive, c'est très bon par rapport à la question de la surpopulation. En fait, ce sont des pays dans lesquels les gens vivent le plus longtemps, dans lesquels il y a le moins de problèmes de surpopulation. Donc les problèmes de croissance démographique non gérables, ça ne se passe pas au Japon ou en France, mais ça se passe dans les pays d'Afrique subsaharienne. Peut-être pour moi est le plus important. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, comme on dit en néerlandais, et peut-être ça ne doit pas être tellement différent en allemand, uitstel is geen afstel, ce qui signifie remettre à plus tard, ça n'est pas supprimer. Quand quelqu'un meurt aujourd'hui, ben, finalement, c'est jamais que s'avancer par rapport à quelque chose qui va se passer dans maximum donc 122 ans et 150 jours, à peu près. Si demain nous arrivons à mettre fin aux maladies liées au vieillissement, la vie deviendra quelque chose de... La vie humaine deviendra quelque chose d'infiniment plus précieux. Et une des conséquences positives dans un monde dans lequel les progrès technologiques rendent la capacité à se massacrer les uns les autres de plus en plus facile, ça compensera cela. Évidemment, ça n'est pas suffisant comme pour limiter les risques que j'appelle moi qu'on appelle les risques existentiels, donc les risques de destruction de l'humanité, mais c'est quand même un pas pour moi tout à fait important. Et donc je fais une petite discrétion pour dire que je pense que tu n'as pas vraiment parlé, je sais pas, mais enfin que pour moi je fais tout le côté on va dire positif, le plus positif du transhumanisme, mais du côté le plus négatif des progrès technologiques, qui a tous les risques qui mettent en danger l'humanité, et ça vaudra peut-être la peine dans le débat d'en parler un petit peu. Donc je fais cette petite digression. Donc une vie de plus en plus précieuse, plus d'attention à l'environnement, pas de surpopulation, au contraire. Et puis il y a les côtés simplement économiques. Qu'est-ce qui coûte au point de vue social dans l'avancée en âge? Contrairement à ce qu'on pense relativement souvent, c'est pas le fait de devenir vieux, c'est le fait d'approcher la date du décès. Parce que là, il y a un mécanisme de dégradation de plus en plus fort et qui a un coût considérable pour la sécurité sociale.
Donc dans ce domaine-là, comme dans d'autres, prévenir vaut mieux que guérir. Et si vous arrivez à des thérapies qui permettent de ne plus vieillir, au point de vue du bénéfice économique, c'est tout à fait considérable. Ce qui nous amène à la question... là je fais la question que certainement certains d'entre vous poseraient et la réponse. Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit uniquement pour les riches? Non. Mais alors pourquoi est-ce que je ne crains pas que ce soit uniquement pour les riches, avec des nuances sur lesquelles je reviendrai? Parce que si demain, ce ne sera pas comme ça, mais imaginons que demain on trouve la thérapie qui permet une vie en bonne santé beaucoup plus longue, sans limitation de durée pour ceux qui le souhaitent. La pression politique, sociale, éthique, mais aussi économique, pour que ce soit accessible à tout le monde, sera telle que ça ne sera pas envisageable d'y résister. Et puis il y a aussi, pourquoi est-ce que ça sera pas, ça sera à, on va dire, moyen terme pour tout le monde? Parce que, donc moi je suis suffisamment, quand j'étais jeune et de gauche, comme je dis toujours, maintenant je suis vieux et de gauche, donc ceci, certains, non, j'exagère un peu, ceci il y a 25 ans, certains de mes camarades disaient « Ah mais il ne faut pas se battre pour que ça soit plus, je sais pas, plus accessible, parce que de toute façon ce sera toujours pour les riches. » Et donc, comment dire, d'un point de vue théorique, on aurait pu comprendre, puisque là derrière il y a des milliards et des milliards d'euros de recherche. Créer un objet comme ça, il y a 10 ou 20 ans, ça aurait coûté des millions d'euros, mais aujourd'hui donc c'est 99 € pour celui-ci, un peu plus pour celui-là. Voilà, 99 € pour vous et 99 pour moi. Ok, donc, et quelqu'un disait il n'y a pas longtemps, j'aimais bien cette petite image, et en fait, pourquoi aussi est-ce que ça ne sera pas tellement cher? Ce qui sera cher, c'est tout ce qui est, on va dire, connaissances, techniques, technologie pour y arriver, mais pas après les produits. Parce qu'en fait, avec tout le respect qui vous est dû, hein, ce qui a, au point de vue des composants, ce qui est le plus cher dans cette pièce, c'est pas les 70% d'eau et le reste un peu de carbone et tout ça, c'est vos vêtements. Je veux dire, objectivement, les composants que vous avez, ça ne coûte pas tellement cher, et donc les composants pour des thérapies géniques, ça ne coûterait pas tellement cher non plus. C'est du carbone et quelques produits. Il y a même pas de, ou il y a très très peu de produits précieux qui est pourtant dans les smartphones. Ok, ça c'est pour le début d'exposé. Et alors maintenant peut-être aussi une chose qui nous a vraiment frappé il y a peu de temps, quand on écoute les interventions dans la presse, quand on écoute les interventions de spécialistes, on a l'impression que tout le monde, enfin non, que beaucoup de gens sont opposés à tout ce qui est transhumanisme et particulièrement à la longévité. Il y a eu un sondage qui a été fait par Swiss Life, donc une compagnie d'assurance très active en France malgré son nom. Et donc je vous lis la question exactement. Donc le titre c'est le jugement porté sur le transhumanisme et je vous lis toute la question, c'est un peu long mais faisons-le pour être sûr d'objectivité. Aujourd'hui on parle en médecine de transhumanisme ou d'homme augmenté, ce qui signifie que les progrès en médecine permettront à l'avenir d'augmenter fortement la longévité des hommes via par exemple des implants rétiniens électroniques pour redonner la vue, des prothèses intelligentes, des organes artificiels, etc. Diriez-vous que ce type d'évolution est une bonne ou une mauvaise chose? Et donc considère que c'est une mauvaise chose 26%, dont 5% une très mauvaise chose, et considère que c'est une bonne chose 72%, dont 12% qui considèrent que c'est une très bonne chose. Donc en fait, ce que vous voyez probablement le plus souvent dans les médias, sur Facebook, etc., vous n'y pensez pas, ça va être uniquement pour les riches, la planète va être surpeuplée, la vie n'a pas de sens si on ne meurt pas, et toutes ces choses pour lesquelles j'ai le plus grand respect lorsque je l'entends exprimer, mais parfois ça diminue un peu, parce que quand je l'entends 14 fois, ça représente apparemment, en tout cas d'après ce sondage, mais il faut voir, un sondage c'est un sondage, une toute petite partie de l'opinion publique. Et peut-être encore une toute dernière chose avant d'arrêter pour cette partie introductive et de passer à la partie la plus intéressante des questions-réponses.
Donc, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Donc, je reviens à ceci. Donc, si on m'avait expliqué toujours quand j'étais jeune et de gauche, eh bien voilà, bientôt ou dans 20 ans, tu auras dans ta poche un instrument qui permettra à la police de te retrouver à peu près à n'importe quel endroit, qui mesurera le nombre de pas, qui rendra à peu près obligatoire de répondre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit à ton pire ennemi et même à ta belle-mère et à ta compagne, etc. etc. Vous auriez dit, ah ben non, jamais, il n'en est pas question, c'est trop dangereux. Parce que c'est plus facile d'imaginer les aspects négatifs que les aspects positifs, et pourtant maintenant, tiens, peut-être un petit test. Qui n'a pas de smartphone ici? Bon, dehors. 3, ouais, ok. Et qui n'a pas d'adresse email ici? Ah, ouf. Ok. Et ah oui, et peut-être une toute dernière chose pour puisqu'il y a beaucoup de libristes, je voulais le dire dans l'exposé, mais je l'ajoute. Évidemment qu'une des questions pour la rapidité, donc j'ai dit que j'étais optimiste, mais évidemment, plus ce sont des recherches collectives avec des investissements publics, moins il y a de risques qu'il y ait une période intermédiaire pour laquelle ce soit accessible uniquement aux plus riches. Et donc ça signifie notamment pas, on va dire, pour faire simple, pas de droit d'auteur sur les questions liées à ces avancées médicales. Parce que sinon on aurait, je veux dire, globalement, la situation qu'on a eue pour les médicaments concernant le sida, où pendant une vingtaine d'années, petite vingtaine d'années, ça a quand même été, relativement cher, et donc une partie non négligeable de la population ici, mais et surtout importante dans les pays du Sud, n'avait pas accès à toutes les thérapies, et maintenant c'est quand même, dans les pays du Nord, à peu près accessible sans limitation. Dans les pays du Sud, ce n'est pas encore le cas, mais enfin c'est quand même beaucoup mieux qu'auparavant. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je voudrais d'abord, avant de passer au temps de questions-réponses, remercier vraiment beaucoup Arnaud pour son travail de préparation de ceci, pour avoir rendu ceci possible, pour vous avoir amené ici par la force ou pas. Et maintenant, donc, nous passons au temps de questions-réponses. Et 24 minutes, c'est pas bien ça. Et donc nous passons au temps de questions-réponses qu'on vous propose du genre une grosse demi-heure, un petit 40 minutes. Et après ça, ceux qui le souhaitent peuvent manger, je crois que c'est ici en bas, Arnaud? Oui, comme ça en bas. Peuvent manger ici en bas, et ceux qui le souhaitent peuvent évidemment continuer à nous poser des questions en mangeant ou en ne mangeant pas. On restera là nous aussi, donc on Voilà. sera tout à Oui, fait on disponible restera entre deux coups de fourchette. Merci pour votre écoute. Oh, ça c'était ce soir. Bravo à vous d'être ici. Il n'y a pas besoin de micro, on peut, ça va, la salle est petite, on peut se lever, c'est peut-être pas une mauvaise idée quand on s'aperçoit, enfin comme vous voulez, hein, ça m'aide pas la vie. La salle est petite, oui, ça vaut. Ouais, tout à fait. Oui, madame. Donc, j'avais deux questions. Alors, je me présente, donc, je suis Laetitia, je suis doctorante à l'Université de Strasbourg. Et en même temps aussi, je travaille sur la place des sciences humaines dans les écoles d'ingénieurs, dans le cadre de la conférence des grandes écoles. J'ai deux questions pour le premier et le deuxième intervenant. La première, c'était, il y a des pensées récemment sur le fait que le transhumanisme, donc c'est sur le positionnement du transhumanisme, je dirais que ce serait un mouvement plutôt esthétique. Et en fait, ça me gêne un petit peu. Et je vais dire pourquoi. Parce que, par exemple, aujourd'hui, sur les questions éthiques, il y a des laboratoires, que ce soit donc, à Stanford ou en Indonésie ou en Chine, qui travaillent sur, par exemple, à programmer l'éthique. Alors, ça vient de deux courants qui vont être l'analyse du risque et le risk management, et des philosophes qui travaillent sur la logique déontique, donc la déontologie, le fait de se sentir obligé de, pourquoi, dans quelles circonstances on se obligé ou on se sent responsable de répondre à certaines choses, à certaines circonstances. Et donc,
le problème de dire que le transhumanisme est simplement esthétique, ça pose la question de la valeur ajoutée du transhumanisme, là où à côté on a des normes européennes qui sont là pour modifier les logiciels de l'intérieur à travers un système de normes pour dire donc ce logiciel devrait être construit comme ça pour répondre mieux à l'utilisateur, à ses besoins, voire même à ceux qui seraient dans une proposition très forte de la part des sciences humaines pour proposer des modèles à l'ingénierie qui viendraient vraiment fondamentalement des sciences humaines et sociales. La deuxième question, elle est un petit peu liée mais pas complètement. Peut-être elle est un petit peu trop reporte. C'est est-ce qu'on peut détacher la question de la mortalité, de la longévité, la question du suicide? Parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que créer une vie dont on ne veut pas, ou créer les conditions d'une vie qui serait purement finalement artificielle, sans qu'il y ait quelque chose de l'ordre du bonheur, enfin, quelque part, qui fasse qu'on ait envie de cette vie aussi. Et donc, est-ce que la mortalité n'est pas, en même temps, va pas faire augmenter le suicide, parce qu'il ne faut pas les penser ensemble. Sachant qu'au final, ce qui est intéressant dans le transhumanisme, c'est de proposer peut-être de développer la conscience transhumaine. Voilà. Ok. Alors, pour ce qui est de la première question, donc l'aspect esthétique, et alors éventuellement purement esthétique du transhumanisme d'une part, et d'autre part, est-ce que ça peut, si j'ai bien compris, qu'est-ce que ça peut signifier de devoir ou de chercher à inscrire de l'éthique, par exemple, dans des logiciels, ou éventuellement aller jusqu'à essayer d'amener une telle logique, par exemple dans les écoles d'ingénieurs, ce que je comprends un petit peu le lien. D'abord, c'est intéressant, mais je suis un petit peu surpris. Moi, j'aurais tendance à penser au contraire que le mouvement transhumaniste ne me paraît pas assez préoccupé par la question esthétique, au sens le plus général. D'abord, je pense que le transhumanisme n'est pas cosmétique. Je pense que, en effet, il prend simplement, enfin, il atteste, il prend conscience, donc il atteste de ce que nous fabriquons, nous faisons de manière globale, et c'est pas seulement pour la déco. Vraiment, ça amène à transformer de fond en comble, ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Donc moi, à la limite, je pense qu'au contraire, la pensée esthétique a beaucoup à dire, voire à apprendre à la pensée transhumaniste. Heureusement, parmi même les plus anciens penseurs du transhumanisme, il y avait déjà des personnes qui se posaient la question de l'esthétisme. Je pourrais citer, enfin, parce que c'est l'exemple le plus célèbre, le nom de quelqu'un qui est d'ailleurs très discuté dans le cadre de l'association française transhumaniste pour des tas d'autres raisons, mais Natacha Vétamon, donc c'est quelqu'un qui a connu personnellement, par exemple, le fameux Feridun Asfandiari, le premier à avoir utilisé le mot transhuman, are you transhuman? Elle, à l'origine, aujourd'hui beaucoup moins, aujourd'hui il est dans les labos, les profs dans une fac, etc. Mais à l'origine, elle se définissait elle-même comme une designer, et dans tout le sens que ça, c'est-à-dire il y a l'aspect esthétique, et en même temps il y a l'aspect, vraiment ce que vous disiez là, et éventuellement prévoir le design, c'est aussi ce qu'on peut mettre dans un logiciel par exemple, ou dans la tête d'un ingénieur. Ça n'est pas que ça n'était pas présent, mais simplement ça a peut-être un peu trop disparu, quoi, à mon goût en tout cas. Encore une fois, il y a des artistes, un certain nombre, ou peut-être un bon nombre d'artistes qui se sont saisis de toutes ces questions dans le domaine du body art, du bio art et encore d'autres variantes. Donc il y a des gens qui réfléchissent à tout ça, et d'ailleurs souvent je trouve qu'ils sont très intéressants. Leur manière de mettre les problèmes, les questions sous le nez, je trouve ça interpelle vraiment. Donc ça, je pense qu'on en a besoin. Moi, chaque fois que je peux en faire la publicité, je la fais. Donc par exemple, je vais citer un nom. En France, on a la chance d'avoir un gars qui s'appelle Olivier Goulet, G-O-U-L-E-T. Je vous invite à chercher Olivier Goulet, ou chercher son site qui s'appelle Skinbag, sac en peau, Skinbag. Et vous allez voir tout de suite débouler une 150aine de questions qui vont se secouer comme ça. Il va où le type? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit vraiment profondément dans toute cette direction-là. Alors, donc, remise, enfin comment dire, la place que je lui vois, la question esthétique. Donc en même temps, j'ai un petit peu répondu. Oui, je pense qu'il est tout à fait important
poser la question, est-ce qu'on ne doit pas mettre ces questions-là au cœur finalement de toute chose? Se dire qu'on peut la mettre en quelque sorte dans une classe d'ingénieurs et en même temps dans un logiciel, ça veut dire qu'on est vraiment, on se pose la question de la mettre de partout. Je pense que c'est nécessaire, enfin je pense que c'est à peu près clair pour la plupart d'entre vous, parce que on va vers l'éventualité de modes de décisions autonomes dans les systèmes experts, donc dans l'ordinateur, pour faire simple, on va vers l'intelligence artificielle de plus en plus autonome, peut-être après-demain générale et après-demain, je ne sais quand, forte, comme on dit, et on se pose donc actuellement la question, comment est-ce qu'on fait sur ce développement-là, si ce qui en émerge ne ressemble pas, par exemple, à la conscience humaine, ne ressemble pas au questionnement éthique de l'humain. Et une des réponses, c'est peut-être d'essayer d'inscrire dans le code, au cœur du code, eh bien, ces préoccupations-là, en essayant de faire en sorte que ce qui va en émerger ne pourra pas s'en défaire de ce questionnement éthique. Donc voilà, je pense que c'est ce qui est à la source de cette préoccupation. Et je pense que c'est la même chose qui irrigue cette tentative peut-être de faire passer ces idées, par exemple, dans des écoles d'ingénieurs. Les ingénieurs, c'est ceux qui, derrière, vont aller fabriquer les machines, qui vont aller écrire les lignes de code. Ce sont des ingénieurs informatiques. Et on aimerait bien qu'en effet, au moment où ils vont concevoir les algorithmes à venir, eh bien, ils aient de manière très, très aiguë la conscience et le souci de la préservation de ce qui nous paraît toujours indispensable et qu'il ne faut pas oublier, qui est central dans le transhumanisme, c'est-à-dire l'humain. Alors par rapport à la deuxième question, est-ce qu'on peut détacher la question de la mortalité de la question du suicide? Alors, oui, on peut détacher, mais je vois la question implicite, c'est en fait, si nous ne mourrons plus de vieillesse, est-ce qu'il faut permettre à ceux qui ne le souhaitent pas de s'arrêter de vivre? Ben oui, mais c'est déjà la situation aujourd'hui, et donc tout simplement, si demain on trouve des thérapies qui permettent de vivre sans limitation de durée, il ne sera pas obligatoire de les prendre, pas plus qu'il n'est obligatoire d'avoir aujourd'hui un smartphone ou une adresse email ou l'eau, le gaz, l'électricité, malgré que c'est le cas de la plupart des gens. Mais peut-être quand même que je voudrais faire un petit complément pour dire que parmi les questions qui sont vraiment extrêmement complexes, il y a la question du bonheur. Donc c'est injuste, le bonheur est toujours une idée neuve. Et donc autant nous pensons que les solutions proposées dans le cadre du transhumanisme sont positives pour l'humanité, forcément, sinon on ne serait pas là. Et il n'en reste pas moins que l'amélioration de bien-être matériel y inclut le fait aujourd'hui de vivre 2 fois plus longtemps qu'il y a un siècle, et le fait de pouvoir envisager une vie sans limitation de durée, et le fait que aujourd'hui dans un pays comme la France nous travaillons en fait à peu près 2 fois moins qu'il y a un siècle aussi, mais a fait progresser un petit peu notre niveau de bien-être, a fait progresser tout à fait considérablement notre niveau de bien-être matériel, mais par contre ne fait pas progresser tellement que ça notre niveau de bonheur. Alors pour le niveau de bonheur, il faudrait peut-être pas dire quelque chose, dire un certain nombre de choses sur les améliorations, on va dire cognitives, mais ça n'était pas la question, donc c'était peut-être on y reviendra. On va y revenir. Questions. Je ne sais pas par contre s'il y a un élément de la question à laquelle la réponse a été comprise, parce que il semblait être considéré que une longue vie finalement devait déboucher tôt ou tard sur la dépression, peut-être ça j'oubliais, le dégoût de la vie. Ah non, mais si c'est ça, parce que donc je disais que c'était simplement que d'allonger la vie ne conduisait pas forcément au
bonheur. Enfin, Donc non, c'était pas- non, ne conduit pas. Mais par contre, parfois on dit oui, mais les gens âgés se suicident de plus en plus. En fait, il y a effectivement chez les gens très âgés une augmentation du taux de suicide, mais c'est une augmentation du taux de suicide les dernières années de vie quand il y a une dégradation de l'état de santé. Par contre, les gens de tranche d'âge 50-70, enfin environ, quand ils sont en bonne santé, en fait, il y a un moindre taux de suicide. Et par contre, ça remonte beaucoup après. Voilà. Et je pourrais continuer là-dessus, mais je reviendrai sur la question du bonheur, mais après Oui. les autres questions, parce que sinon on fait une demi-heure par question. Oui, oui. Monsieur, madame. Merci, je suis Robert Mbanga, doctorant aux universités de Luxembourg et de Cuba. Je travaille justement sur le transhumanisme, donc l'éthique et politique, notamment la bioéthique et tous ces enjeux. J'aurais une intervention en deux phases. La première phase, c'est un peu une approche descriptive, mais qui incite un peu à l'objectivité pour en tenir totalement mon enthousiasme et le vide de sens qui m'anime. C'est qu'en réalité, dans la question transhumaniste, j'observe tout à fait qu'il y a une sorte de débat entre les bioconservateurs et les biomilitaristes. Il y a une tendance un peu minimalement représentée, une approche libérale qui voudrait définir une espèce de juste milieu aristotélicien sur la question. Mais par-delà les divergents, je voudrais bien m'interroger, vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'il y a des formes de transhumanisme défendables? Si oui, lesquelles? Bon, Ça, c'est ma première question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des formes de transhumanisme défendables? Si oui, lesquelles? Si vous êtes d'accord, est-ce que vous ne pensez pas que le débat pourrait peut-être passer du transhumanisme au point de vue de la singularité, du singulier, au transhumanisme? On peut parler de transhumanisme, mais les transhumanismes. oui. C'est une suggestion. Oui, oui. Bon, maintenant, ma deuxième intervention est beaucoup plus normative, une épreuve descriptive. Par rapport à cette question, je vois beaucoup d'enjeux géopolitiques, éthiques. Quels sont selon vous les mécanismes de régulation qui puissent nous permettre, au-delà du diktat international, d'aboutir à des modes de régulation qui puissent permettre des formes de transhumanisme défendables, compatibles au sens de l'humain, en harmonie avec les différentes formes de culture qui échapperaient évidemment aux différences que nous avons souvent discutées. Merci. Deux questions évidemment, l'une que l'autre profonde. La première est quand même plus facile, comment il est peu facile d'y répondre, je pense, dans le sens où oui, nous, depuis le début, nous disons et nous répétons, il n'y a pas le transhumanisme. Ça n'existe pas au fond, le transhumanisme, il n'y a que des transhumanistes. Et même, parfois j'ai tendance à dire, il y a peut-être autant de transhumanisme qu'il y a de transhumanistes. Le transhumanisme, si on veut le dire au singulier, c'est juste une grosse nébuleuse avec des volutes qui partent dans tous les sens, de toutes les couleurs. Là-dedans, il y a les mouvements aériens, ça y va quoi. Les questions du transhumanisme sont en perpétuel débat et il y a des tas de questions précises sur lesquelles quantité de transhumanistes ne sont pas du tout d'accord les uns avec les autres. Je ne sais pas si donc, certains d'entre vous étaient présents à l'Aubette ces derniers jours, mais vous avez pu m'entendre être critique sur la question de la singularité, être critique sur la question de la cryonie, etc. D'autres éléments qui, pour certains transhumanistes, sont des évidences. Moi, j'ai d'autres transhumanistes face à moi qui m'ont dit « Comment tu ne penses pas que la cryonie est une bonne chose? Tu n'es pas transhumaniste ». Bon. Ok, donc si tu sais quel est le dogme du transhumanisme, envoie-moi la feuille, je vais apprendre ça par cœur. Non, je pense qu'au contraire, il n'y a pas de dogme, il y a un débat permanent. Donc ensuite, le problème c'est, donc est-ce qu'il y a des formes de transhumanisme défendables, d'autres pas défendables? Le problème c'est que, donc là c'est une question éthique, et derrière tout cela, les réponses vont dépendre forcément de la
morale de chacun, c'est-à-dire du bagage de valeurs de chacun. Et moi, je peux répondre à titre individuel, ou je peux dire l'association française transhumaniste défend davantage telle et telle valeur. Par exemple, cette association, elle a pris comme petit nom Technoprog, prog signifiant évidemment progrès humain, techno-progressiste dans un sens de progrès humain, c'est-à-dire on essaie de réfléchir voilà ce que ça veut dire. En effet, le progrès social pour nous est indissociable de toute marche en avant. Progrès, c'est juste aller de l'avant. Maintenant, si c'est pour sauter dans un trou, par exemple, enfin, je sais pas, dans un abîme, bon, ça m'intéresse pas trop. Mais d'un autre côté, je suis réaliste. Je sais que dans le mouvement transhumaniste, dans la pensée globale transhumaniste, je connais des transhumanistes d'extrême droite qui défendent ce qu'ils appellent un archéofuturisme, c'est-à-dire qu'ils veulent transformer l'humain de manière à ce qu'on rétablisse une société hyper pyramidale, castée si vous voulez, en remettant la femme vraiment au foyer parce que de toute manière naturellement elle est faite pour ça, etc. etc. Je ne vais pas vous donner les adresses internet, désolé, mais je sais qu'ils existent. Ils sont moins de 2, ils ont écrit des pages et des pages. Bon, fermez la parenthèse. Ils existent, et puis il y en a d'autres, donc j'ai dit que oui, c'est un fait, historiquement, le transhumanisme semble bien être né dans un bain qu'on appelle parfois libertarien, libéral-libertaire, qui va parfois très très loin, qui peut être minarchiste, qui peut être, si vous voulez, qui veut la disparition de tout État, et qui considère que le transhumanisme se développe n'importe comment, et si vous voulez, dans la plus grande inégalité, peu importe, c'est même pas que c'est très bien, peu importe. C'est une autre vision. Donc je peux, comment dire, d'un point de vue strictement éthique, philosophique si vous voulez dire, je ne dois pas dire ceci est bien ou ceci est mal. Je sais que chacun, de son point de vue, considère que son interprétation est la bonne. C'est vérité de ce côté-ci et Pyrénées, erreur au-delà. Maintenant, en tant que techno-progressiste, eh bien, effectivement, nous allons affirmer qu'il est nécessaire, il est indispensable que ce progrès dont nous parlons, qu'il soit accessible au plus grand nombre, pour ne pas dire à tout le monde, en tout cas que la possibilité du choix soit réelle et que ce soit celle de tout le monde. Je veux bien prendre une réaction, mais alors très 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 courte, parce que si on commence à rentrer dans le dialogue, c'est terminé, et on n'a pas répondu en plus de ça à la deuxième partie. Nous n'entrons pas dans les millimètres, en quelque sorte, de la question, mais effectivement, vos réactions déterminent la difficulté de la réponse. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où l'universel est difficilement affirmé. Si nous entrons dans une perspective rawlsienne, où le seul bien, c'est la discussion, cela devient tout à fait difficile de débattre la question transhumaniste. Parce que je dirais, et transhumaniste, moi j'étairais le transhumanisme en fonction soit de ma culture, soit de mes formes. Or, le transhumanisme est une question globale qui fait appel à la question du sens de l'humain d'un point de vue universel. Alors, quelle réponse éthique apporter face à cette question globale? Là est la question. Alors on peut, comment dire, enfin, ça renvoie forcément vers la deuxième partie de la question. Enfin, je sais pas, je la reformule essentiellement si tu veux, Didier, y répondre plus précisément. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de politique, comment est-ce qu'on peut agir pour garder le choix? Moi, très vite, je dirais, il faut avoir les yeux ouverts, c'est-à-dire qu'il y a un principe de réalité. En effet, on est face à une paire de rouleaux compresseurs, disons, un qui nous vient de Californie, et voilà, et un autre qui a commencé à se développer en Asie orientale. Je pense qu'il serait à la fois, comment dire, irresponsable de considérer que on va facilement, il suffit d'un claquement de doigts, d'une loi dans un parlement français pour contrôler, réguler ces choses-là. Donc, il y a cette réalité-là, elle va en partie, ou si ce n'est en grande partie, s'imposer à nous. Et alors, cela dit, on n'y peut rien, on fait quoi? C'est vraiment là, c'est inarrêtable, et donc on n'a qu'à attendre de se faire rouler dessus. Moi, il y a des critiques du transhumanisme qui disent ça. Personnellement, je leur dis, mais alors c'est vous qui êtes les pires des pessimistes. Qu'est-ce que vous dites là? Il n'y a aucun espoir dans votre manière de voir les choses. Et souvent, en plus de ça, je dois le dire, ce sont souvent des gens qui se réclament
de la gauche française, par exemple, et qui, dans un même temps, peuvent avoir un discours optimiste du point de vue strictement politique classique. Hein, ça peut aller de « on va faire la révolution » jusqu'à enfin différentes interprétations. Mais quand on leur dit « mais alors, pourquoi est-ce que vous êtes incapable de penser à un autre transhumanisme ?» Ah non, le transhumanisme, c'est forcément donc une application du grand capital californien ou de l'autoritarisme chinois. Moi, je leur dis, écoutez, là, vous êtes en pleine contradiction de mon point de vue. Si vous êtes capable d'imaginer un autre monde, j'utilise volontairement, évidemment, cette expression-là, alors un autre transhumanisme est possible. Ouais, moi, j'ai ma carte chez Attac. Donc, évidemment, je pense que voilà, il faut avoir cet espoir-là. En même temps, que moi, avec mon petit drapeau Attac dans les manifs, je sais que je vais pas très loin. Hein. Il y a les murs de CRS au bout, et il y a des trucs que je vais pas arriver à faire tout de suite. Mais quand on est dans une logique, par exemple, libriste, on sait déjà qu'au départ, on n'est pas dans le camp des vainqueurs. Mais on est là quand même avec son petit drapeau. Enfin, je veux dire, on est d'abord avec ses convictions. Hein, on pense qu'il y a moyen, de toute manière, il n'y a pas d'autre voie. Soit on abandonne tout, soit on continue à essayer de convaincre. Et c'est évidemment ce qu'essaie de faire l'Association française d'internationalistes. Moi, je vais être très court dans la réponse et juste de nouveau, uniquement de nouveau au point de vue longévité. Pour moi, mais ça c'est peut-être un point de divergence avec Marc, pour moi il n'y a pas vraiment, donc vous avez dit bioconservateur, bio-mélioriste et le juste milieu. En fait il n'y a pas vraiment de juste milieu parce que les gens qui disent moi je veux bien qu'on lutte contre les maladies liées au vieillissement, en fait de manière implicite, ils ne veulent pas lutter contre les maladies liées au vieillissement jusqu'à un stade où on peut vivre sans limitation de durée. Or, c'est ça qui devient envisageable aujourd'hui. Et donc, on peut passer d'une durée de vie prévisible, encore une fois, de maximum 122 ans, à une durée de vie prévisible sans limitation de durée. Donc, ça change assez considérablement comment dire, la manière de voir les choses, et donc il n'y a pas vraiment encore une fois de milieu à cela. Et alors quand je fais des exposés relativement souvent, quand je fais des exposés en France, je fais comme sous-titre liberté, égalité, longévité. Donc longévité comme une dimension de la solidarité. Donc ça veut dire que nous insistons évidemment particulièrement sur la liberté. La liberté, ça comprend, c'est la liberté à l'échelon individuel, donc celles et ceux qui le souhaitent, mais c'est aussi la liberté à l'échelon collectif, avoir des débats démocratiques par rapport à ce qui peut se faire, ce qui doit se faire. Et au point de vue de l'égalité, la dimension de l'égalité, et d'ailleurs la fraternité, la solidarité, ça comprend l'égalité sociale, et cette égalité sociale, autant il est difficile de faire des choses pour empêcher, autant faire des choses de manière positive, donc notamment des investissements publics, c'est une question de choix, et ça on peut le faire au niveau français, au niveau européen. Et d'ailleurs, c'est pas qu'on ne le fasse pas non plus. En ce qui concerne la lutte contre les recherches en matière de maladies neurodégénératives, qui sont la source la plus importante de décès, en fait, qui ne régressent pas, sur lesquels les progrès sont peu importants. Donc, c'est plus des investissements publics que des investissements privés. Il y avait madame, et puis monsieur, et puis quelqu'un derrière.